Donc on va commencer si vous le voulez bien. Donc bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette 12e conférence trimestrielle, c'est la 12e. Elles sont d'ailleurs plus quadrimestrielles que trimestrielles. Et puis merci d'être nombreux et fidèles pour certains d'entre vous. Aujourd'hui, j'ai un réel plaisir à accueillir François Danielou, que beaucoup d'entre vous connaissent. Pour les étudiants, c'est une des principales figures de l'ergonomie en France et au niveau international. Il vous expliquera ce que c'est. François, vu sa formation d'ingénieur, aurait été prédestiné à devenir un cadre dirigeant d'entreprise. Finalement, il a préféré bifurquer vers l'ergonomie. D'abord au Conservatoire national des arts et métiers à Paris, autour d'Alain Wissner et d'Antoine Laville, puis à Bordeaux, et maintenant c'est l'animateur d'un courant dit de l'ergonomie de l'activité, parfois appelé ergonomie francophone, et il vous expliquera sans doute des éléments d'explication. Il est actuellement professeur d'ergonomie à l'Institut Polytechnique de Bordeaux et directeur du laboratoire d'ergonomie des systèmes complexes. Il a écrit de nombreux articles et ouvrages. Je vous incite à les lire si vous vous intéressez aux conduites de projet, sur la conception notamment. Et nous, on a eu le plaisir de travailler ensemble sur plusieurs contrats, et j'espère qu'on en aura un nouveau. On a déposé un contrat ANR, on verra si ça marche. Donc la dernière fois qu'il était venu, c'était pour clôturer Prémus. Donc c'était en anglais, ce coup-ci, ça sera en français, sur un sujet assez différent. L'activité des dirigeants, qui sont en fait les prescripteurs du travail des autres, et c'est une question assez peu traitée et sans doute centrale. C'est un levier. La conférence sera animée par René Brunet, qui est le moteur de ces conférences du Lest. C'est René qui est professeur d'ergonomie à l'ISTIA à Angers, qui anime en fait le fond des conférences trimestrielles. Et René a aussi travaillé sur les dirigeants, sur la parole des dirigeants. Donc je pense qu'il aura pas mal de choses à dire. Et comme d'habitude, je tiens à remercier Natacha Fouquet qui est là, et Virginie Bélanger, la secrétaire du Lest, sans qui il n'y aurait pas de conférence du Lest. C'est toute une organisation. Et enfin, la conférence est filmée, donc si vous voulez la revoir ou si des gens que vous connaissez sont intéressés, toutes les conférences du LES sont accessibles sur le web. Donc François, tu as la parole. Eh bien, écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très content d'être dans un haut lieu de la santé au travail. Je dois dire que jusqu'à hier, je croyais que c'était un séminaire avec une vingtaine de personnes dans le laboratoire de Dives. Donc heureusement qu'il m'a appelé hier et que j'ai pu reconstruire ma représentation de la situation. Yves m'a demandé, ce qui m'intéresse beaucoup, de vous parler un peu du regard que l'ergonomie peut porter sur le travail des managers, sur le travail des cadres. Donc je le fais volontiers. Alors j'ai cru comprendre que certains d'entre vous étaient très familiers de l'ergonomie, d'autres beaucoup moins. Donc je vais commencer par peut-être deux diapositives pour partager un certain nombre de références qui nous serviront par la suite. Voilà. Donc une des idées essentielles en ergonomie, c'est que dans n'importe quelle situation de travail, il y a eu beaucoup d'anticipation. Il y a des gens qui ont conçu la situation, qui ont conçu l'organisation, qui ont mis en place des procédures, des prescriptions, etc. Et qui ont mis les moyens à partir de cette représentation qu'ils avaient de ce qui allait se passer. Et puis, quelle que soit la qualité de cette préparation, dans la vraie vie, il va toujours se passer des choses qui n'ont pas été prévues. Il y a dans n'importe quelle situation de travail des éléments de variabilité qui font que si les travailleurs se contentaient de faire ce qui est prévu, il n'y a rien qui sortirait, puisque quand ils font ça, ça s'appelle la grève du zèle et la production s'arrête. Donc la production ne sort que parce que les femmes et les hommes compensent le fait que la situation n'est pas exactement comme elle a été prévue. Donc ça, c'est quelque chose d'absolument universel. Dans toutes les situations de travail, il se passe des choses plus ou moins importantes qui n'ont pas été prévues. Et donc, d'une certaine façon, les travailleurs, les travailleuses doivent prendre soin de la situation telle qu'elle est. Et évidemment, ce qui est important, c'est que tous les points qui nous préoccupent, que ce soit la qualité, que ce soit la sécurité des systèmes, que ce soit la santé au travail, ça se joue bien sûr dans la situation telle qu'elle se déroule et pas dans la situation telle qu'elle a été conçue.
La situation telle qu'elle a été conçue étant une partie de la situation telle qu'elle se déroule effectivement. Donc d'un côté, vous avez des gens qui ont travaillé à prévoir ce que serait le contexte et à essayer d'obtenir un résultat. Et donc pour passer de ce contexte au résultat qu'on veut obtenir, ils ont mis en place des manières de faire supposées, donc des prescriptions, donc une conduite attendue de la part du salarié pour passer de ce contexte à la situation cible. Et puis dans la vraie vie, il n'y a jamais rien qui est exactement comme prévu. Et donc si on veut avoir un résultat à peu près conforme à ce qu'on attendait, il faut qu'entre les deux, l'activité, nous disons, soit adaptative. C'est-à-dire que si on avait une activité fixe dans un contexte variable, on ne pourrait pas avoir un résultat stable. Donc si on a un résultat à peu près stable, c'est que l'activité compense les variations du contexte. Alors il n'y a pas beaucoup de théorèmes en ergonomie, mais il y en a quelques-uns quand même, mais il y en a un qui dit que ce n'est pas parce que quelque chose a été parfaitement réussi, du point de vue du résultat, que le coût humain pour l'atteindre est acceptable. C'est-à-dire, il y a des fois on y arrive, mais pour y arriver, il faut, comme on dit à Bordeaux, batailler beaucoup. Et il peut y avoir un résultat parfait avec un coût qui est élevé pour les personnes. Donc le fait de savoir que ça s'était bien terminé, ça ne dit rien sur ce qu'il a fallu faire pour y arriver. C'est la différence, selon la formule de François Hubaut, entre on a réussi à faire ce qu'on demande, mais on ne sait pas ce que ça a demandé pour atteindre ce qu'on demandait. Et évidemment, les situations où on y arrive, mais à grand-peine, c'est des situations où il ne faudrait pas grand-chose pour qu'on n'y arrive pas. Alors prenons un exemple. Prenons par exemple une opération de maintenance. Vous avez en bas un déroulement supposé de cette opération de maintenance. Si tout se passait bien, ce serait sur la ligne du bas. Et puis vous avez un niveau à partir duquel l'entreprise va considérer que ce n'est pas conforme et il va forcément se passer quelque chose. Mais dans la vraie vie, une opération de maintenance, c'est un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on est embêté, on n'est pas très loin de ne pas y arriver, mais on y arrive quand même. Alors, oui, cette situation-là, on a franchi la ligne rouge et donc ça veut dire qu'il y a une non-conformité, l'entreprise va s'en apercevoir, va faire quelque chose. Mais ces situations-ci, ce sont des situations où on n'était pas très loin de franchir la ligne rouge, où on a eu du mal, bon c'est passé, mais on a eu du mal, et dans l'immense majorité des cas, cette information va être perdue. Le fait que les travailleurs ont eu du mal à y arriver, cette information va être perdue. Et donc, un élément important, c'est toute cette zone-là, qui est pas vraiment anormale, mais quand même en écart par rapport à ce qui est supposé. Alors, pourquoi la ZBO? Je racontais ça une fois à un directeur de centrale nucléaire. Et vous savez, dans les centrales nucléaires, tout est désigné par un trigramme, par 3 lettres. Et il me dit, ça c'est la ZBO, c'est la zone de bazar ordinaire. Donc initialement, c'était un gag, et puis maintenant, il y a un rapport du Conseil économique et social qui dit ce que les experts appellent la ZBO. Et il y a une version espagnole, c'est la ZLO. Bon. Mais vous voyez, cette zone-là va nous intéresser beaucoup quand on va parler du travail des managers. Bon, alors on y arrive. Finalement, si on résume ce que je viens de dire, dans toute situation de travail, on va trouver le résultat de 2 types de connaissances. D'une part, des connaissances d'ingénieurs, des connaissances universelles, scientifiques, techniques, celles qu'on trouve dans les bibliothèques ou sur Internet, qui ont servi à anticiper la situation, à concevoir ce qui allait se passer. Et puis, comme je vous le disais, à la fin, il va se passer des choses qui n'étaient pas prévues, et la production va sortir seulement parce que des gens vont mettre dans la situation, des femmes et des hommes vont mettre dans la situation d'autres types de connaissances qui permettent de prendre soin de la réalité. Et cet autre type de connaissances, ce n'est pas des connaissances universelles, ce n'est pas des connaissances qui sont dans les livres ou dans les écoles d'ingénieurs, ce sont des connaissances qui sont dans le corps des salariés, qui sont portées par leur expérience, qui sont le résultat de leur expérience, qui sont le résultat de l'expérience de leur collectif de travail, de leur collectif de métier,
et qui n'ont pas forcément eu l'occasion de se mettre en mots, hein, et sûrement pas de s'écrire dans des livres. Et un gros enjeu, évidemment, c'est les conditions de la combinaison, de la confrontation, on pourrait dire, de ces deux types de connaissances, aussi bien en ce qui concerne la conception que en ce qui concerne la vie quotidienne. Comment on fait pour que ces deux types de connaissances se rencontrent? Et d'une certaine façon, on pourrait dire que la plupart des problèmes qu'on rencontre dans les entreprises, ou dans les hôpitaux, ou dans les administrations, sont liés au mauvais terme de la rencontre entre ces deux familles de connaissances. On pourrait analyser presque tout problème dans une situation de travail comme le fait qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé dans l'articulation entre les connaissances de prévision et les connaissances de soins de la situation. Alors évidemment, sur quoi il faut insister, c'est qu'on a besoin des deux types de connaissances. Les ergonomes sont évidemment très attentifs au fait qu'on a besoin des connaissances des salariés, des connaissances de terrain, mais il va de soi qu'on a besoin aussi des connaissances des experts. Par exemple, dans une centrale nucléaire, les ingénieurs ont calculé des tas d'accidents que, Dieu merci, les opérateurs n'ont jamais vécu. Ils ont mis en place des procédures pour faire face à des choses qui ne se sont jamais passées. Et donc on ne peut pas baser la réponse à quelque chose qui ne s'est jamais passé, et un accident important, sur l'expérience, puisqu'évidemment il n'y en a pas. Donc on a besoin des deux familles de connaissances, on a besoin de les faire travailler ensemble. Malheureusement, ce à quoi on assiste, c'est un déséquilibre considérable dans les administrations, dans les entreprises, notamment en France, entre ces deux types de connaissances, avec un déferlement de la prescription descendante et une très faible part qui est laissée dans les entreprises à l'expression des salariés, à l'expression de leurs connaissances, à la prise en compte de leurs connaissances, à la fois en conception et puis en vie quotidienne. Et je suis totalement persuadé que ce déséquilibre, cet écrasement du remontant par le descendant, est à l'origine évidemment de problèmes de santé, mais aussi d'un gigantesque gaspillage dont on va reparler tout à l'heure. Et donc il y a des enjeux de compétitivité autour du rétablissement de l'équilibre entre ces deux types de connaissances. Alors, l'opposition ou la combinaison dont je viens de parler, c'est la même que celle qu'on peut trouver dans un hôpital entre la notion de traitement et la notion de soin. L'idée de traitement, c'est l'idée que des médecins vont mobiliser ce qu'il y a de mieux comme connaissance internationale, par exemple pour trouver la chimiothérapie la plus adaptée à un type de cancer. Bon. Donc le traitement, c'est des connaissances internationales, des connaissances scientifiques, pour faire face à une pathologie. Mais en même temps, la personne qui est malade, ce n'est pas seulement une pathologie. C'est aussi quelqu'un qui a une famille, un certain niveau de ressources, une religion, des intolérances alimentaires, d'autres pathologies, etc. Et donc, ce qu'il faut soigner, ce n'est pas seulement une pathologie, c'est une personne. Et c'est l'autre volet de la construction de la santé, c'est la question du soin. Donc en anglais, on dit cure et care. Le soin étant l'idée de prendre en compte, non pas la pathologie, mais la personne, pour la soutenir dans la construction de sa santé. Voilà. Vous voyez, c'est exactement la même idée. C'est pour ça que je dis que les travailleurs qui font face à la variabilité prennent soin, pour essayer de mettre en écho toute cette épaisseur de ce que représente le soin, prennent soin des situations. Et puis on peut faire travailler cette différence dans beaucoup de secteurs. Si vous prenez par exemple les industries à risque, et pour reprendre des termes de Gaël Morel et d'Am Alberti, d'un côté vous avez ce qu'on appelle la sécurité réglée, c'est-à-dire qu'on a essayé de recenser tout un tas de situations susceptibles de survenir et qu'on les a préparées par des procédures, par des règles, par des automatismes, par des barrières. Et puis, de l'autre côté, il peut se passer des tas de choses qui n'ont pas été prévues. Et le fait qu'il y ait un accident ou non, ça dépendra de la réponse en temps réel de femmes et d'hommes qui vont utiliser leurs connaissances pour traiter une situation qui n'était pas prévue dans les règles. Voilà. Donc ça, c'est d'un côté ce qu'on appelle la sécurité réglée, de l'autre ce que Alberti appelle la sécurité gérée, qui est tout à fait la même chose que ce que je vous disais tout à l'heure. Et quand on travaille sur une culture de sécurité intégrée, on travaille, ce qui est mon domaine de recherche personnel,
on travaille sur comment on peut faire se rencontrer, par exemple dans la construction des procédures ou dans la construction des installations, ces deux types de connaissances. Voilà, alors c'était juste une petite introduction pour partager quelques repères sur le regard que l'ergonomie porte sur le travail. Donc, je vous propose maintenant de rentrer un peu plus dans la question qu'il m'a été proposé de traiter. Donc, pour parler du travail des cadres, vous parlez d'abord un peu d'organisation. Donc, de quoi on parle quand on parle d'une organisation? Si vous cherchez dans la bibliothèque de l'université, vous allez trouver des milliers de livres sur l'organisation. Et puis, vous allez vous apercevoir que, en fait, ces ouvrages ne parlent pas de la même chose. Donc, il y a des gens qui, quand ils parlent d'organisation, parlent de l'organigramme, hein, des règles, des procédures, de ce qu'on peut écrire, de ce qu'on peut décider. Et donc, il y a des gens qui considèrent qu'une organisation, ça se définit et après, ça se pilote. Bon. Alors, c'est une vision de l'organisation. Et puis, une autre vision de l'organisation, c'est dire une organisation, c'est quelque chose de très compliqué, où il y a beaucoup de moteurs. Ça, c'est un mobile de Tinguely qui est au musée de Bâle. Voilà. Et donc, si on croit qu'on pilote ça, alors qu'en fait, la réalité qu'on a à piloter, c'est ça, il y a une erreur dans le dessin quelque part. Alors, plus précisément, dans une organisation, il y a toujours deux côtés, deux faces, comme les deux visages de Janus ou les deux côtés d'une médaille. D'un côté, il est vrai que dans une organisation, il y a des choses qui se décident. C'est ce qu'on appelle la structure organisationnelle. C'est l'organigramme, les définitions de fonctions, les procédures, le règlement intérieur. Et ça, du jour au lendemain, on peut changer toutes les règles si on veut. Mais l'organisation, c'est aussi quelque chose de vivant, avec des interactions entre les gens. Donc imaginez par exemple que sur le papier, ce soit Monsieur Machin qui est chef, mais quand il y a un problème, personne ne va jamais voir Monsieur Machin. Donc il n'est pas vraiment chef. Ça veut dire que les acteurs de l'organisation ont le pouvoir soit de confirmer la structure par leur activité, c'est-à-dire ils font comme c'est prévu, soit de mettre à mal la structure, hein, s'ils font de façon très différente de ce qui est prévu, la structure elle ne va pas tenir longtemps. Voilà. Donc une organisation, c'est toujours à la fois un cadre prévu et puis des interactions vivantes qui tiennent dans le cadre, qui débordent le cadre, qui font évoluer le cadre. Voilà. Et la question, c'est donc comment ces deux choses tiennent ensemble, puisque d'un côté, vous avez des règles formelles, mais de l'autre côté, vous avez des règles aussi. Par exemple, il y a les règles qui sont issues du métier, hein, de l'histoire des métiers. Alors imaginez, par exemple, vous avez un tourneur qui a une pièce à tourner et il se rend compte que s'il fait comme c'est marqué sur la gamme opératoire, la pièce ne va pas être bonne. Donc le tourneur, il va aller voir son chef, contremaître, et puis il va lui dire « Bon, moi, si je fais comme ça, la pièce ne va pas être bonne. » Donc le contremaître, il n'a pas le pouvoir de changer la gamme, il n'a pas le pouvoir de changer la règle formelle, mais il a le pouvoir de dire « Écoute, ce qui est important, c'est que la pièce soit bonne, donc tu fais comme tu sens. » Alors ça s'appelle une régulation chaude. Chaude, ça ne veut pas dire que les gens se tapent dessus. Hein, ça veut dire que ça se passe à chaud dans le cours de l'activité. Et donc c'est cette situation où se confrontent les règles issues de la structure et puis les règles issues de l'expérience, issues des métiers, issues de connaissances des uns et des autres. Et ce qui va en sortir, c'est des exceptions, des aménagements, des arrangements, ce que les sociologues appellent des règles effectives. Mais évidemment, quand il y a beaucoup d'exceptions comme ça, c'est coûteux pour tout le monde. C'est coûteux pour les opérateurs qui se cognent dans des règles qu'ils ne peuvent pas mettre en œuvre, et puis c'est coûteux pour l'encadrement, qui doit en permanence gérer des exceptions par rapport aux règles officielles. Donc il peut arriver que le constat de ces difficultés amène à mettre en place un autre processus de régulation, qui est ce qu'on appelle les régulations froides. Là, on n'est plus dans l'atelier, on n'est plus dans le cours de l'activité de chacun, on est dans une salle de réunion, et il y a des représentants de la structure d'une part, des métiers d'autre part, qui sont là pour
faire évoluer les règles, pour essayer d'ajuster les règles. Alors, ces régulations froides, ça peut provenir soit du constat qu'il y a vraiment trop d'exceptions, soit de circonstances externes, par exemple la loi sur les 35 heures qui amène à revoir les règles. Bon, très bien, donc ils vont discuter et ils vont mettre en place de nouvelles règles. Sauf que ce à quoi on assiste extrêmement souvent, c'est qu'après, il y a toujours autant d'exceptions qu'avant. Parce que les gens qui ont négocié les règles, qui ont négocié la modification des règles, ne sont pas forcément ceux qui, au quotidien, vivent les exceptions, vivent les difficultés. Et donc tout le monde est content, on signe un accord, mais à la fin, on est autant embêté qu'avant. Alors, le gros enjeu donc, des transformations organisationnelles, c'est évidemment qu'ils se mettent en place des régulations froides, qu'il y ait des discussions, mais qu'elles soient alimentées par une bonne connaissance des régulations chaudes, c'est-à-dire que la discussion sur les nouvelles règles soit basée sur une bonne connaissance des situations de terrain, des situations que l'organisation a à gérer. Voilà. Alors, du coup, personnellement, je pense que la fonction d'un manager, c'est d'articuler ce qui descend et ce qui remonte. Ou en tout cas, que la fonction d'un manager, ça devrait pouvoir être d'articuler ce qui descend et ce qui remonte. Alors, dans ce qui descend, évidemment, tout le monde attend d'un manager qu'il fasse passer dans la réalité les orientations de l'entreprise, la vision et les orientations de l'entreprise. Mais faire passer la stratégie dans la réalité, ce n'est pas de l'ordre de la courroie de transmission. Vous voyez bien qu'il y a déjà tout un travail de mise en musique, comme on dit dans les entreprises, de déclinaison, d'adaptation aux réalités du service, et que donc ça ne peut pas être juste je prends ce qui arrive du siège et je le mets en application, ça ne marche jamais, ça. Voilà, et puis, bon. Mais d'un autre côté, on pourrait s'attendre au fait que la fonction des managers, c'est aussi d'alimenter le niveau supérieur avec une bonne connaissance de la réalité, de ce qui se passe sur le terrain. Pas évidemment du détail de tout, ça n'est pas possible, donc ça veut dire qu'on pourrait s'attendre à ce que le manager, dans ses fonctions, ait à faire des synthèses, amener des éléments de réalité vers le niveau supérieur. Mais aussi des alertes, parce que c'est la réalité qui résiste, et donc il faut alerter le sommet de l'entreprise sur le fait qu'il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu, que peut-être il faut revoir un certain nombre d'objectifs, etc. Et puis bien évidemment, si on dit qu'il y a ces deux rôles, il faut les faire tenir ensemble, ça veut dire que, bien sûr, au niveau de son service, le manager doit, ou de son équipe, le manager doit faire tenir ce qui descend et ce qui remonte, et donc animer son équipe, et arbitrer un certain nombre de choses. Et puis, en provenance de sa propre hiérarchie, il doit négocier des objectifs et des ressources pour qu'il y ait une compatibilité entre ce qu'il a à faire et ce qu'on lui donne. Voilà. Bon, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que, notamment en France, on a un très grand déficit de ce côté-là. C'est-à-dire que la fonction des managers est très largement considérée comme étant une fonction descendante, une fonction de faire passer sur le terrain un certain nombre d'éléments, et que dans beaucoup d'entreprises ou dans beaucoup d'organisations, on n'attend pas des managers que ce soit des capteurs de réalité, que ce soit des sources d'informations pour ajuster la politique de l'entreprise à la réalité. Alors prenons un cadre ou un manager quel qu'il soit qui encadre une équipe. Donc il est pris entre d'un côté un certain nombre d'informations descendantes qui proviennent du siège ou de sa propre hiérarchie, qu'il doit faire passer dans son service. Et puis de l'autre côté, il a de l'information qui remonte de la réalité, qu'il n'est pas du tout bienvenu ou qu'elle n'est pas du tout bienvenue à faire remonter vers le haut. Parce qu'un bon cadre, ce n'est pas quelqu'un qui signale les problèmes, c'est quelqu'un qui les gère. Il y a même des entreprises où il se développe ce qu'on appelle l'idéologie du bon professionnel, c'est-à-dire que si quelqu'un signale un problème, c'est qu'il est mauvais.
Les gens qui sont bons n'ont pas de problème, et si quelqu'un signale un problème, c'est qu'il est mauvais. Un jour, il y a un médecin du travail qui m'a appelé effondré. Elle sortait d'une réunion avec un patron d'une petite entreprise, et derrière le bureau de ce monsieur, il y avait une pancarte qui disait « Si vous m'apportez un problème sans m'apporter une solution, c'est que vous faites partie du problème. » Voilà, c'est complètement idiot. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez parfaitement avoir les compétences pour détecter que votre voiture est en panne sans avoir les compétences pour la réparer. Et cette idée que si on n'a pas de solution, on ne doit pas apporter le problème, c'est évidemment très grave et évidemment dans les industries à risque en particulier. Reprenons notre cadre. Ces dernières années, il y a eu une accumulation d'informations en provenance de l'échelon supérieur, du siège par exemple, puisque le siège a développé des politiques de qualité, des politiques d'environnement, des politiques de sécurité, des politiques de communication, tout ce que vous voulez, qui sont élaborées par les services spécialisés du siège. Et donc, ce qui arrive au cadre, les informations qui descendent sur le cadre, pour partie, sont contradictoires entre elles, hein, parce qu'elles sont élaborées par des services spécialisés qui ne se sont pas forcément parlé entre eux. Et puis, pour partie, aussi, ces informations peuvent être contradictoires avec ce qui remonte du terrain. Imaginez, vous avez un cadre à qui on dit qu'il faut faire des réunions qualité avec son service, et qui sait très bien que si les gens ne font pas la qualité, c'est parce qu'il n'a pas obtenu au dernier budget le changement d'une vieille machine qui ne tient pas les tolérances. Bon. Il va de soi que ce cadre n'a aucune envie de faire une réunion qualité avec les opérateurs. Alors, comme le disait Yves, je suis ingénieur mécanicien, et en mécanique, deux forces opposées comme ça, l'une à proximité de l'autre, ça s'appelle un cisaillement. Dans les cadres, il faut les imaginer cisaillés entre l'information qui descend et l'information qui remonte. Alors évidemment, ils vont chercher des issues. Donc, la première issue, la seule qui marche et qui protège la santé de tout le monde, c'est que les cadres arrivent à se parler entre eux et qu'ils remettent en circulation la flèche vers le haut. Qu'ils puissent se retourner vers leur comité de direction et dire « Vous êtes gentil, mais cette semaine, on a reçu 25 priorités différentes, on fait quoi ?» Et si là, il y a un processus de filtre intelligent et un peu d'humour, ça peut sauver la santé de tout le monde. Mais c'est très rare, parce que c'est très rare qu'il y ait des collectifs de cadres. En général, les organisations divisent les cadres, et c'est assez rare que des cadres se parlent entre eux pour trouver ensemble une manière de se retourner, de s'adresser à leur propre hiérarchie. Alors, quelles autres issues ? Vous imaginez bien que ça n'est pas possible pour le cadre d'interrompre l'information qui descend de son siège ou de sa propre hiérarchie. On ne peut pas imaginer un cadre qui arrête d'ouvrir son courriel en provenance du siège. Bon. Et donc un moyen de diminuer un peu les contradictions, c'est de stopper l'information qui remonte du terrain. Alors c'est jamais une décision volontaire, on ne se dit pas je vais arrêter de traiter la réalité. Il suffit d'être complètement débordé, toujours en réunion, souvent à Paris, et puis on n'est plus dérangé par la réalité. Et c'est une défense, hein, au sens où ça va protéger la santé du cadre, hein, et toutes les défenses ont deux versants. Hein. Il y a un versant positif, c'est que ça évite au cadre de tomber malade. Et puis il y a un versant négatif, c'est que si lui ou elle ne traite pas la réalité, il va bien falloir que quelqu'un se la cogne. Et donc c'est une machine à repousser les problèmes vers le bas, c'est comme ça qu'on fait retomber les problèmes sur le contremaître ou sur la surveillante, etc. Parce que le chef de service ne peut pas tenir les contradictions entre ce qui descend et ce qui remonte. Alors, c'est d'ailleurs systématisé dans certaines entreprises avec des ceintures de protection qui protègent la direction générale des mauvaises nouvelles. J'ai travaillé dans une très grande entreprise à risque. Bon, on a fait un très gros travail qui a beaucoup intéressé le directeur du site, donc on lui a laissé 200 pages de rapports et d'informations, puis beaucoup travaillé avec lui, il était très content. Et puis après, ce qui était normal, on m'a demandé une version 15 pages pour le directeur industriel, que j'ai faite volontiers. Et puis après,
le service communication a fait une version, une demi-page pour le directeur général. Évidemment, il ne restait rien. Il restait, c'est un problème d'organisation. Bon, c'est pour ça qu'il m'avait appelé. Voilà. Donc, beaucoup d'entreprises françaises sont pilotées comme on piloterait une voiture avec un journal sur le pare-brise et seulement les informations du tableau de bord. C'est-à-dire que les échelons les plus importants sont alimentés uniquement par les systèmes d'information de l'entreprise. Et les systèmes d'information, ils remontent ce qu'ils sont programmés pour remonter. Donc ça veut dire qu'ils remontent de l'information sur la performance. Ça, on sait toujours. On y arrive, on n'y arrive pas. La performance, elle remonte. Mais ce qu'il a fallu faire pour atteindre la performance, le fait qu'on a été embêté, le fait qu'on s'y est repris à plusieurs fois, etc., ça ne remonte pas. Et l'entreprise dort sur ses deux oreilles, comme la belle-mère de Blanche-Neige qui se regarde dans la glace en disant « Dis-moi, je suis la plus belle », parce qu'on n'entend que ce qu'on a envie d'entendre. Et il y a des gens sur le terrain, y compris des managers de proximité, qui savent que le navire est en train de s'approcher des icebergs, mais il n'y a aucun moyen de le faire savoir. Alors, ceci n'est pas sans rapport avec la question des risques psychosociaux. Et donc, si vous permettez, je voudrais prendre quelques minutes pour dire un peu le type de regard que je porte ou que notre équipe porte sur les risques psychosociaux. Évidemment, on pourra l'appliquer soit aux managers, soit aux gens qui les encadrent. Donc, on peut représenter la mobilisation humaine dans le travail comme sous la forme de ce qui s'appelle le vecteur mobile-but. Donc, les buts, c'est ce qu'on a à faire, ce que l'entreprise vous demande de faire. Et puis les mobiles, c'est ce qui vous fait courir, ce qui est important pour vous, vos valeurs, ce qui compte pour vous dans la vie. Bon, si on le dessine sous forme d'un vecteur, c'est parce qu'on voit bien que si les deux vont dans le même sens, on se porte sans doute mieux que si ça tire de façon opposée. Alors prenons un jeune qui arrive dans une situation de travail. Bon, il y a quelques jeunes qui ont la chance de trouver tout de suite un travail qui correspond à leurs valeurs et où ils vont se développer immédiatement. La situation la plus fréquente, c'est que les buts, quand on arrive, c'est ce que le chef demande. Et puis les mobiles, c'est qu'on a besoin de faire vivre sa famille ou de gagner sa vie. Et donc les mobiles sont économiques. Mais ça, c'est juste le début. C'est-à-dire que quand la personne en question va passer un peu de temps dans la situation de travail, elle va s'apercevoir de plusieurs choses. D'abord que si on fait seulement ce que demande le chef, ça ne marche pas. Qu'il faut mettre quelque chose en plus, qu'il faut mettre du sien parce qu'il y a de la variabilité. Et puis, le jeune ou la jeune en question s'aperçoit qu'il y a plusieurs manières de faire les choses. Puisqu'on ne va pas les faire seulement comme elles sont prescrites, il y a plusieurs manières de faire les choses qui ne vont pas avoir les mêmes effets pour les collègues ou pour les clients ou pour les patients, etc. Et donc, il ou elle va s'apercevoir que suivant la façon dont il ou elle fait les choses, ça modifie le type de relation qu'il a avec des êtres humains. Et peu à peu, les travailleurs vont mettre en place d'autres buts que ceux qui sont fixés par la hiérarchie. Ce qu'ils appellent le travail bien fait, c'est faire mon travail d'une façon telle que ça me permette d'obtenir avec autrui, les clients, les patients, les élèves, les collègues, le genre de relation que je trouve normal d'avoir compte tenu de mon histoire, de mes valeurs, etc. Le travail bien fait, c'est un travail dans lequel je puisse me reconnaître dans la qualité des relations que ça produit avec autrui. Alors évidemment, il va y avoir des cas où il va y avoir des contradictions entre la vision de la qualité de l'entreprise et puis la vision du travail bien fait, telle qu'elle est portée par des salariés. Le problème, ce n'est pas qu'il y ait des contradictions. Dans une entreprise, les contradictions, c'est complètement normal. Le problème, c'est si on ne peut pas en discuter. Parce que si on ne peut pas en discuter, ça veut dire que ces contradictions entre ce que je voudrais pouvoir faire bien et ce qu'on me demande de faire et ce sur quoi je suis jugé, je vais les intérioriser. Je vais me trouver dans l'impossibilité de faire bien mon travail et donc je vais intérioriser ces contradictions qui vont venir me déchirer à l'intérieur. Donc les risques psychosociaux, de mon point de vue, c'est l'intériorisation de conflits ou de controverses
qui devraient être externes, qui devraient pouvoir donner lieu à des débats, et qui, comme elles ne sont pas discutées, vont venir ronger la personne à l'intérieur. Voilà, donc ça veut dire que, évidemment, l'enjeu de la prévention des risques psychosociaux, c'est comment on refabrique des espaces de débat sur la qualité du travail, où voilà, le fait qu'il y ait plusieurs positions est complètement normal. Hein. La question, c'est comment on en discute. Alors, je vais vous donner un exemple. J'ai travaillé sur une plateforme d'assurance, une plateforme d'appel, centre d'appel d'assurance. Bon, vous connaissez la situation, 3 minutes, il faut parler avec des mots codés. On n'a pas le droit de dire peut-être, on est écouté par le chef, bon, vous connaissez. Sur une plateforme d'assurance, il y a des appels très simples. Hein. Quelqu'un a besoin d'une attestation d'assurance scolaire pour la rentrée de ses enfants, c'est très facile à faire, ça se fait très facilement en 3 minutes, et il n'y a pas de problème pour le faire avec les mots codés. Mais sur une plateforme d'assurance, vous avez aussi des appels de quelqu'un qui est en larmes parce que son mari vient de mourir, ou de quelqu'un dont la maison a brûlé, etc. Puis ça, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça ne se traite pas en 3 minutes, et ça ne se traite pas avec les mots codés. Mais au bout de 3 minutes, ça s'allume sur le bureau du chef. Et le chef commence à mettre la pression, parce qu'il faut que ça se termine. Parce que la qualité vue par la téléopératrice, c'est évidemment d'essayer de dépanner un assuré. Après tout, il est assuré, quoi. Mais la qualité vue par la hiérarchie, c'est que 95% des appels doivent recevoir une réponse en moins de 30 secondes. Et donc, si on passe du temps avec la veuve en larmes, ça fait baisser la qualité du service, statistiquement. Voilà, et vous avez des managers qui vous expliquent très tranquillement qu'il n'y a aucun rapport entre la qualité individuelle de la réponse à un appel et la qualité globale du service. Bon, mais si on ne peut pas en discuter, ça veut dire qu'on se trouve dans la situation où on n'a pas rendu le service qu'on aurait voulu rendre à un assuré. Et c'est comme ça qu'on voit des téléopératrices qui partent aux toilettes avec leur portable pour pouvoir continuer la conversation avec l'assuré auquel elles n'ont pas pu répondre sous la surveillance de leur chef. Voilà. Alors, le genre de raisonnement que je viens de faire, il s'applique aux managers et il s'applique aussi aux gens qui sont sous la responsabilité des managers. C'est-à-dire que le manager, il est à la fois du côté de celui qui va définir la qualité et du côté de celui qui a aussi une vision du travail bien fait. Donc, on peut faire tourner le schéma dans les deux sens. Alors, quel rapport entre ce que je vous dis et les questions de compétitivité ou d'efficience des organisations? Vous voyez, ce qui est quand même extrêmement frappant, c'est que notamment en France, vous avez des salariés qui compensent dans l'ombre les limites de l'organisation. C'est-à-dire qu'à la fin, ça sort, mais ça sort parce que des gens ont compensé le fait que l'organisation n'avait pas tout prévu. Alors ça, c'est vrai partout. Ce qui est vrai spécifiquement vrai dans certains pays dont la France, c'est que c'est dans l'ombre. C'est-à-dire que cette contribution n'est pas reconnue. Et donc, on sent bien que là, il y a un immense gisement d'intelligence et de productivité qui, d'une certaine façon, n'est pas reconnu. Et dans le même temps, pour les mécanismes que j'expliquais tout à l'heure, vous avez un management qui dort sur ses deux oreilles en étant totalement persuadé que la situation est conforme à ce qu'il a prescrit. On a fait avec Yves et toute une série de collègues une recherche sur la prévention durable des troubles musculo-squelettiques dans les moyennes entreprises. C'est absolument sidérant de voir le niveau de bazar qu'il y a dans beaucoup de petites et moyennes entreprises et la tranquillité des directions qui sont totalement persuadées que les choses sont comme elles ont souhaité qu'elles soient, c'est-à-dire sont comme elles sont censées être sur le papier. Et puis entre les deux, vous avez des contremaîtres qui courent dans tous les sens, des stocks qui débordent, des à-coups de production et évidemment des accélérations pour les salariés et à la fin des troubles musculo-squelettiques. Donc, on a dans beaucoup d'entreprises un monde de cristal, un monde d'illusions où le management supérieur est totalement déconnecté de la réalité de ce qui se passe, mais totalement.
et où par ailleurs il y a évidemment des gens de terrain qui font ce qu'ils peuvent pour que ça sorte. Et puis vous avez le management intermédiaire qui est tiraillé entre les deux, parce qu'il est évalué uniquement sur sa conformité au monde de cristal. Et une solution, c'est de ne s'occuper que de celui-là, c'est-à-dire ne s'occuper que du reporting. Et donc de redire à la machine ce qu'elle a envie d'entendre, c'est-à-dire tout va bien, chef. Mais il y a aussi des managers qui se rendent compte que sous leur responsabilité, il y a une réalité qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on met dans les tableaux Excel. Et donc ils vont souffrir de cet écart entre voilà, ce qu'ils sont censés dire et ce qu'ils constatent. Et ce qui est quand même très grave, hein, c'est que ces mécanismes de perte de l'intelligence locale sont des mécanismes qui affectent la capacité d'innovation et de développement des entreprises. Vous savez, il y a des enquêtes européennes qui sortent régulièrement. La dernière est sortie en avril, je crois, avec des résultats très très étonnants quand même, hein. Vous savez que régulièrement, la France est dans le peloton de queue sur tous les indicateurs du type tous les indicateurs du type est-ce que les travailleurs se sentent écoutés ou pas. Donc en avril, la France était 46e sur 47, puisque c'est non seulement les pays membres, mais aussi les pays candidats, en termes de travailleurs qui se sentent écoutés. Alors évidemment, sur certains indicateurs, genre les efforts physiques, etc., on est plutôt bien classé. Mais sur les indicateurs organisationnels, on est toujours dans le peloton de queue. Capacité de participation, tout ça. Bon. Et puis, il y a une partie de l'enquête, ou une autre enquête parallèle, qui montre qu'il y a une corrélation très forte entre les capacités d'innovation des entreprises et la façon dont elles écoutent leurs salariés, ce qui ne paraît pas invraisemblable. Et donc le fait qu'en France, on n'écoute pas les salariés, ou qu'on fasse semblant de les écouter à travers des mécanismes de type Lean, etc., ça se traduit directement, me semble-t-il, hein, par une perte d'inventivité, de capacité de coller aux réalités, aux besoins des clients. Parce qu'au fond, ceux qui savent ce dont les clients ont besoin, bah, c'est ceux qui sont au contact, hein, c'est ceux qui sont sur le terrain. Et si on considère que le siège c'est mieux, on perd toute cette information. Alors, on dit souvent qu'il y a trop de management. Je partage avec mes collègues de gestion de Nantes l'idée que probablement, au contraire, il y a trop peu de management, c'est-à-dire il y a trop peu de marge de manœuvre pour le management local, le management de proximité, pour faire des ajustements organisationnels, hein, pour tenir compte de la réalité. On a besoin de managers qui aient des marges de manœuvre pour pouvoir gérer les choses. Alors, moi je le dis en tant qu'ergonome, et puis à Nantes, Benoît Journet et Mathieu Delchessard le disent en tant que gestionnaire, avec évidemment tout à fait d'autres arguments, enfin d'autres démonstrations. Parce qu'au fond, la compétitivité, c'est pas combien coûte une heure d'un salarié. La compétitivité, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec une heure d'intelligence d'un salarié. Et cette question-là, elle se pose pas comme, enfin, elle n'est pas posée comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire si on utilise bien l'intelligence d'un salarié pendant une heure? Alors, on est vraiment dans une situation où il y a un excès en France, hein, de prescriptions très bavardes, très communicantes vers le bas, et dans beaucoup d'entreprises très sourdes, hein, qui n'écoutent rien. Voilà, et je vous ai dit, on est particulièrement mal placé sur ces questions. Et ça, évidemment, ça fabrique des risques psychosociaux, mais ça fabrique aussi des problèmes de compétitivité. Alors pour terminer, et le dire de façon un peu plus positive, il me semble que c'est là-dessus qu'il faut agir. Si on veut travailler à la fois sur les questions de santé et sur les questions de compétitivité, c'est là-dessus qu'il faut agir. C'est-à-dire que ce qui est en jeu, c'est de remettre en circulation et en articulation la relation entre ce qui descend et ce qui remonte. Donc il est normal qu'il y ait un travail stratégique au plus haut niveau, mais ce travail stratégique doit non seulement déferler sur les exécutants, mais il doit être alimenté par la connaissance de la réalité que seuls les femmes et les hommes de terrain peuvent procurer.
Et voilà, ça suppose qu'à chaque niveau, il y ait des boucles de régulation entre ce qui descend et ce qui remonte, hein, pour que ce qui descend soit réaliste par rapport à ce qui remonte. Alors ça veut dire qu'on a besoin de développer des capacités d'écouter les signaux faibles. Les signaux faibles, c'est la ZBO. Hein. C'est tout ce qui pourrait nous dire qu'on est mal parti, mais qui ne s'est pas encore traduit en catastrophe. Et donc on a besoin de s'intéresser à quel capteur de réalité on peut développer pour alimenter le management, hein. Quelle mise en débat on peut avoir à chaque niveau, quelle marge de manœuvre on laisse à chaque niveau pour ajuster l'organisation, pour que cette boucle, elle vive, évidemment. Alors, une manière de réfléchir, c'est pas une méthode, hein, mais une manière de réfléchir, c'est de réfléchir en termes de subsidiarité. Vous savez que la subsidiarité, c'est 3 principes. Le premier, c'est qu'on ne doit pas prendre une décision à un niveau plus élevé que le plus bas niveau où elle peut être pertinente. Donc si une décision peut être prise de façon pertinente à un niveau, on ne doit pas la prendre plus haut. Alors, bon, j'allais vous raconter une histoire, on le fera tout à l'heure. La deuxième, c'est que, évidemment, si une entité d'un niveau donné n'a pas les moyens, n'a pas les ressources de faire face, le niveau au-dessus doit être un recours et doit faire face à son tour. Hein. Ça veut dire qu'on doit toujours avoir une réponse, hein, quand on n'est pas en situation de gérer soi-même. Et puis le troisième principe, c'est que si on est en situation de gérer soi-même, on ne peut pas éluder sa responsabilité. Alors, c'est des très très vieux principes, hein, qui ont une longue histoire dans la réflexion de philosophie sociale, etc., mais qui seraient intéressants de... Alors, ce n'est pas des méthodes, hein, mais comme manière de réfléchir, de se dire, est-ce que dans la majorité des cas, on ne fait pas prendre les décisions à des niveaux trop élevés? Voilà, je pense que c'est des moyens de réfléchir qui sont intéressants. Alors, ce que nous avons développé avec mes collègues, notamment Bernard Duguay et Joanne Petit, c'est d'aider les acteurs des entreprises, lorsqu'il y a des changements organisationnels, à faire ce qu'on appelle les simulations organisationnelles. C'est-à-dire, au lieu de commencer par mettre en place une nouvelle organisation et de mesurer les dégâts, qu'on puisse, avec les salariés, avec leurs représentants, etc., simuler à l'avance ce qui va se passer si on met en place telle ou telle sorte d'organisation, et donc quelles sont les boucles de régulation qu'il faut mettre en place pour que ça puisse marcher. Donc ça veut dire que ces simulations, ça consiste à... Évidemment, l'entreprise va émettre des hypothèses organisationnelles, et ça va consister à tester ces hypothèses organisationnelles vis-à-vis d'un certain nombre de situations qui sont critiques pour l'organisation. On observe l'existant, on voit ce que l'organisation existante a à gérer comme situation essentielle, comme situation critique, et puis après on projette ça dans le futur en se disant si on change ceci ou cela dans l'organisation, est-ce qu'on sera mieux ou moins bien pour traiter tel ou tel aspect? Alors ce qui est important, c'est que quand on fait ça, ça veut dire qu'il faut aussi simuler le nouveau travail du management. Quand j'ai fait mes études en ergonomie, le management, c'était des gens à qui on parlait du travail des ouvriers ou du travail des employés. Vous avez compris que maintenant, on est amené à se dire les managers, c'est des travailleurs dont la santé est aussi en danger et qui ont en plus la propriété particulière que quand ils vont mal, en général, ça va mal pour les gens qu'ils encadrent aussi. Voilà. Alors, je termine par cette figure. Bon, on a maintenant tout un tas de résultats qui montrent que la situation actuelle de prescription totalement descendante, d'une part, abîme les salariés, mais d'autre part, abîme l'économie aussi. Et que le manque de débat dans les entreprises, le manque de dialogue, je ne parle pas de dialogue social, je parle de dialogue à propos du travail, c'est une impasse. Bon. Sauf que si vous dites ça aux médias, ou à l'État, ou aux organisations syndicales, ou aux organisations d'employeurs, tout le monde vous rit au nez. Donc ce message ne passe pas du tout comme ça. Par contre, ce qui est tout à fait évident, c'est qu'on a de plus en plus d'expériences locales où, quand on fait travailler les gens ensemble, notamment sur des simulations organisationnelles, il y a des choses qui se passent bien.
il y a des vrais changements à certains endroits et il y a une dynamique différente qui peut s'installer, parfois un petit peu dans la durée. Voilà. Donc personnellement, et c'est évidemment le métier des ergonomes, on n'est pas du côté du macro, hein, on est en permanence en train de soulever des questions macro, mais nous, notre travail, c'est d'être du côté du micro, du côté du local. Et donc, je crois beaucoup à la nécessité d'expériences locales, comme ça, de simulation, de gagner, dans certains cas, localement, pour montrer que c'est possible, hein, que cette manière de réfléchir est non seulement utile du point de vue de la santé, mais qu'elle est performante sur le plan économique. Charge évidemment à un certain nombre d'institutions de favoriser ces expérimentations et de mettre des limites aussi sur un certain nombre de sujets. Bon, personnellement, je considère que c'est typiquement la fonction de l'ANACT, ça, hein, de valoriser, de soutenir, de provoquer un certain nombre d'expérimentations et d'aider à leur capitalisation. Donc il serait important que cette boucle se développe et qu'on ait de plus en plus d'exemples de situations où le fait de permettre des vrais débats entre des experts, des managers et des opérateurs permet d'avancer, hein, sur la résolution d'un certain nombre de problèmes à la fois de santé et de production. Voilà, je ne sais pas si je suis dans les temps, oui ça va. Je vous remercie. Bien, merci François. Donc, tu as terminé par un mot magique qui est le débat. C'est effectivement un temps important dans cette soirée de pouvoir générer un débat. Et donc, qui veut s'aventurer pour la première question ? Dominique Pénaud, c'est juste pour dire à François Danielou combien je suis heureuse de le voir ici, que je crois qu'on s'est connus aux environs de 74 ou dans ces eaux-là, et donc on va arriver en 2014 et que je suis toujours avec le plus grand intérêt, bien sûr, ce qui se dit du côté de Bordeaux comme du côté de Paris et du côté de ceux qui nous ont quittés. Et que tout ce que tu as dit, évidemment, est important, qu'il faut en tenir compte et avoir une écoute pas seulement empathique, au risque d'entendre, de comprendre, de témoigner ce que l'on dit pour les salariés, pour tous les gens qui se trouvent ici et qui vont avoir un métier, pas seulement d'écoute, puisque l'écoute ne produit pas suffisamment d'action. Et donc, merci pour ce que tu viens de dire. Et encore une fois, je suis très contente d'être ici encore pour t'accueillir. D'abord, je te remercie. Tu exagères un tout petit peu sur 74, parce qu'en 74, j'avais 19 ans et je commençais mon école d'ingénieur. J'ai commencé mes études d'ergonome en 80. Donc, on a dû se rencontrer au CNAM probablement en 80. Oui, moi j'ai commencé en 77 en plus. Alors oui, effectivement, il y a quand même une petite erreur de date. Je relève ce que tu disais sur l'écoute ne suffit pas. Hein. Voilà, vous percevez que ma manière de réfléchir, c'est que pour pouvoir penser, il faut pouvoir agir. Hein. Que si l'action est bloquée, alors la pensée est bloquée. Et que donc, quand on intervient dans une entreprise, le but, c'est pas de permettre aux travailleurs de comprendre pourquoi ils sont malheureux, parce que le fait de savoir pourquoi on est malheureux, ça n'a jamais permis d'aller mieux, si on fait que ça. Mais c'est d'accompagner les acteurs de l'entreprise dans des transformations, d'abord petites en général, mais qui permettent de se rendre compte que quelque chose est possible, et donc de sortir de l'idée que de toute façon, il n'y a rien à faire. Pour permettre que progressivement, il y ait de plus en plus de possibilités de débattre, d'agir, de débattre et de réfléchir, donc évidemment. Merci. Justement, dans ce cadre de débat, là, actuellement, on assiste de plus en plus à des PME qui sont reprises au niveau des groupes. Et on voit l'emprise du groupe dans, notamment, on peut dire, le management de la santé et sécurité au travail. Et cette démarche-là renforce la prescription. Alors ce que tu dis, toi, finalement, c'est
de pouvoir redévelopper une marge de manœuvre dans l'établissement par rapport à cette volonté du groupe. Et ce qu'on peut constater, c'est la difficulté qu'ont les responsables d'entreprise, puisque c'est le thème de la soirée, de pouvoir articuler à la fois la logique du groupe, parce qu'ils sont dedans, et puis c'est eux qui ont le porte-monnaie, et puis la question de la santé au travail qui est difficile. Alors, ne crois-tu pas que développer cette question de ce compromis santé-travail les met encore plus en difficulté? Bon, il y a des responsables de PME qui sont des gens très profondément attachés à leurs salariés, à la santé, etc. Tous les patrons de PME ne sont pas des brutes sanguinaires qui se réjouissent chaque fois qu'il y a un accident du travail. Je pense qu'à la fois ce genre de forme de présence ou d'interrogation, il semble bien qu'il y a quelque chose d'important, enfin d'utile. Et puis évidemment, ça accentue les tensions qu'ils peuvent avoir vis-à-vis du groupe. Bon. Alors dans ce genre de tensions, il y a des phases. Hein. Tu connais l'histoire d'un abattoir de canards, hein, où un responsable d'abattoir nous a demandé une intervention très lourde, où on est parvenu à la fin à la fois à travailler sur la prévention des troubles musculo-squelettiques et à augmenter la productivité en faisant baisser les cadences, ce qui est la seule fois que ça m'est arrivé de ma vie, avec un investissement très fort du patron de l'entreprise. Et puis il y a eu une phase de déferlante où des nouveaux actionnaires l'ont remis au pas, en fait. Hein. Mais dès que la tempête est passée, on a eu la surprise ou la joie de constater qu'il reprenait la main et qu'un certain nombre de choses qu'on avait faites avec lui, il arrivait à les remettre en place, etc. Alors ça marche parce qu'il est resté plus de 10 ans dans le même établissement. Un des très très gros problèmes, c'est qu'on a un turnover absolument énorme de l'encadrement et que quand l'encadrement reste 3 ans, c'est pas possible de construire une politique dans la durée de santé au travail. Vous savez qu'après la série d'accidents mortels de 2008, Total a mis en place, je peux en parler, c'est public, une inspection générale de sécurité, très sérieuse, hein, pour comprendre ce qui se passait. Et l'une des conclusions de la partie publique du rapport de l'IGS, c'est de dire le turnover des cadres est une des causes des accidents mortels. C'est-à-dire que le fait qu'il n'y ait plus du côté de l'encadrement une bonne connaissance de l'établissement, une vraie présence dans l'organisation, etc., a contribué, hein, à la dégradation de la sécurité. Et donc évidemment l'IGS avait recommandé qu'on allonge de 3 à au moins 5 ans la durée de présence des responsables, notamment de directeurs de site, etc. C'est un vrai problème, effectivement. Merci. Il y a des questions là. Merci, Laurent Bédon, je suis médecin ici au CHU. Est-ce que vous pouvez parler plus près du micro? Oui. J'ai du mal à vous entendre. Vous nous avez expliqué qu'en fait, il y avait un besoin de tenter des modélisations ou des expériences locales quand des systèmes hiérarchiques supérieurs étaient des éléments bloquants et que finalement on avait une charge de choses descendantes. La question que je vous pose, c'est finalement pour ce groupe qui va essayer de trouver des solutions localement et à un échelon inférieur, qu'est-ce que vous pensez qu'il est pertinent de mesurer et qui va être des vecteurs, qui vont être des variables qui vont pouvoir être pertinentes et entendues par le groupe qui est finalement au-dessus et un peu hermétique? Est-ce qu'il y a des aspects, parce qu'on est souvent en difficulté de synthétiser l'expérience et de la rendre, de l'argumenter comme un facteur pertinent et qui soit explicable? Je vais faire un détour pour vous répondre. On a malheureusement, mes collègues malheureusement sont très fortement sollicités pour les expertises sur les suicides ou les tentatives de suicide. Bon. Et si vous voulez, quand nous arrivons dans une entreprise pour faire ça, la première chose qu'on essaie de faire, c'est de comprendre qu'est-ce qu'ils ont comme problème de production. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont comme retard dans le traitement des dossiers, qu'est-ce qu'ils ont comme problème de qualité, qu'est-ce qu'ils ont comme retour client, etc. Voilà. Et quand on conduit ce type d'intervention, l'enjeu, c'est de permettre aux gens de parler de leur travail et de ce qui est difficile dans leur travail, et pas de parler de leur souffrance. Et évidemment, le fait de ne pas arriver à sortir les dossiers, etc., ça fait partie de ce qui est difficile dans leur travail. Voilà. Donc, oui, moi, je pense que c'est vraiment important d'avoir des indicateurs qui portent sur... de rediscuter les indicateurs qui définissent la qualité du travail.
Et donc de travailler sur cette question. Hein. Pour terminer l'histoire de la plateforme d'assurance, on a eu la chance de tomber sur une organisation syndicale tout à fait remarquable, qui a très bien compris que si elle essayait de négocier, que tout le monde avait le droit de prendre le temps qu'il voulait avec les appels, elle n'avait aucune chance de l'obtenir. Bon. Donc ce qu'elle a négocié, c'est que 10 fois par jour, le manager laisse des appels plus longs. C'est très très futé parce que, si vous voulez, il traite 180 appels par personne et par jour. Donc du point de vue de la productivité, d'en avoir 10 un peu plus longs, ça ne gêne pas. Mais en même temps, si 10 fois des appels difficiles, il n'y en a pas beaucoup. Donc si 10 fois par jour, on a le sentiment de faire très bien son travail et qu'on rentre chez soi en ayant dépatouillé la situation de 10 personnes en difficulté, ça ne fait pas pareil que si on a dû raccrocher au nez à des gens en difficulté sans pouvoir les traiter. Voilà. Donc moi, je crois que c'est vraiment ça la question, c'est comment on discute, comment on met des indicateurs qui portent sur la qualité du travail et qui permettent le débat sur la qualité standardisée vue par l'entreprise et sur le travail bien fait vu par les gens. Voilà. Donc moi, je ne sais pas mettre en place des indicateurs de santé mentale. Mais des indicateurs de travail bien fait, je pense que oui. Mais ceci dit, si vous voulez, quand on fait ce genre de choses, c'est toujours efficace du point de vue de la productivité. Le problème, c'est que c'est efficace au prix du fait qu'on instaure des formes un peu plus démocratiques qu'avant dans les prises de décision. Et donc, pour gagner de l'argent, il faut perdre du pouvoir. Et beaucoup d'entreprises françaises ne sont pas prêtes à perdre du pouvoir pour gagner de l'argent. Et donc, il y en a plein qui préfèrent perdre de l'argent que de perdre du pouvoir, quoi. Bonjour, Amina Moussa, donc directrice adjointe au CHU. Vous répondez en partie là, à l'interrogation et à la question que je voulais vous poser. Vous n'avez quand même pas l'impression que le principe de subsidiarité, il n'a de sens qu'à partir du moment où il n'est pas dans une organisation contrainte et contrainte sur le plan économique. Je rebondis sur la question de M. Bénon tout à l'heure. Je veux dire, à un moment donné, quand vous dites une des problématiques en France, c'est la place du manager intermédiaire qui, dans votre schéma, était en quelque sorte une roue de transmission de l'information du haut vers le bas et toutes les difficultés qu'il avait à retourner l'information. Les expériences montrent souvent que plus on l'associe, plus effectivement il est dans une position qui permet d'éviter ce blocage. Mais en même temps, à un moment donné, soit on est dans une approche qui consiste à dire le principe de subsidiarité, il permet d'améliorer la productivité, soit on est dans un contexte où, à défaut, et pour des raisons de contrainte économique de réponse, le principe de subsidiarité, il fait descendre à l'échelon du dessous toute cette souffrance que vous exprimez, qui passe du cadre à l'échelon inférieur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, le principe de subsidiarité, c'est pas, il n'y a pas de balai, balayer quand même, quoi. Donc il consiste pas à dire à l'échelon inférieur, on te donnera rien, tu te débrouilles. Le principe de subsidiarité, le deuxième très important, c'est voilà, chacun doit pouvoir trouver un recours. Il y a quelqu'un dans la salle avec qui on travaille sur les questions de sécurité, avec des enjeux de sécurité très importants. Il y a des choses qui peuvent être traitées au niveau de l'équipe, il y a des choses qui peuvent être traitées au niveau du service, mais il faut que le chef de service, si la question de sécurité qui lui est posée le dépasse, puisse se tourner vers le comité de direction en disant on a un problème, il faut qu'on trouve ensemble une solution. Donc la subsidiarité, c'est pas seulement l'échelon le plus bas se débrouille, c'est la garantie qu'on peut toujours se retourner vers le haut si on est dépassé par la question qui nous est adressée. Et ça, si vous voulez, alors, je ne suis pas en train de dire que on peut organiser l'ensemble du monde comme ça, mais franchement, dans une entreprise, sur un certain nombre de sujets, c'est pas impossible à faire, hein. De veiller à mettre en place des boucles qui permettent à des échelles de temps différentes
que certains problèmes soient traités localement, et puis plus ils sont compliqués, évidemment, plus ils doivent remonter et à des fréquences plus rares. C'est faisable hein, sur certains sujets. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que non seulement c'est utile pour la santé, mais que quand on fait ça, on est bien meilleur dans sa capacité, dans son efficience, si vous voulez. Parce que le problème des entreprises, c'est qu'elles ne mesurent que l'efficacité. C'est-à-dire elles mesurent le fait qu'on a atteint la performance souhaitée. Mais qu'est-ce qu'on a cassé pour l'atteindre, hein? Comment on a abîmé les salariés? Qu'est-ce qu'on a produit comme maladie professionnelle? Qu'est-ce qu'on a produit comme gâchis, comme rebut, comme retour client, etc. Donc le coût de la performance est beaucoup moins bien mesuré. Et de mettre des boucles comme ça permet de travailler plus concrètement hein, sur ces questions-là. Parce que, si vous voulez, à la fin, la réalité a toujours raison. Et ceux qui ont les informations sur la réalité, c'est ceux qui sont au plus près du terrain. Alors on peut, au niveau managériel supérieur, dire je ne veux pas le savoir, il faut que la réalité se mette à la forme que j'ai décidée. Mais ça marche un temps, ça. Hein. Et on se voile la face, on croit que la réalité est mise à la forme qu'on a décidée, puis un jour, ça saute. Alors, ça saute de façon extrêmement variable suivant les secteurs. L'avantage des industries à risque, c'est que si on fait ça, ça saute vraiment. C'est pour ça que j'aime bien les industries à risque, c'est-à-dire que le fait de ne pas écouter les travailleurs, ça se traduit toujours par des accidents graves. Bon. Donc c'est très visible, quoi. À l'autre extrême, si vous prenez le milieu bancaire a été totalement déconnecté de la réalité. Il a fallu l'explosion de 2008 pour qu'on s'aperçoive qu'il n'y avait plus aucun rapport entre le milieu bancaire et la réalité. Bon. Et donc, le fait que le pilotage n'ait rien à voir avec la réalité, ça peut tenir très très longtemps, parce que le raisonnement bancaire de base, c'est si tu ne crois pas celle-là, je t'en raconterai une autre. Ce n'est pas un raisonnement comme les ingénieurs dans la chimie, quoi. Bon. Et puis entre les deux, vous avez l'automobile, par exemple, où si on n'écoute pas les gens, ça se traduit par des problèmes de qualité, qui au début sont contenus, etc., puis qu'à un certain moment prennent l'ampleur qu'ils ont pris chez Toyota. Mais il n'y a aucune raison qu'il ne se passe pas la même chose chez PSA ou chez Renault. Hein. Voilà. Donc quand on fait l'hypothèse que la réalité, c'est ce que j'ai décidé qu'elle devait être, il y a un moment, ça revient dans la figure. Voilà. Et dans les hôpitaux, ça revient dans la figure sous forme de maladies nosocomiales, voilà, d'un certain nombre de difficultés de qualité des soins. Voilà. Donc, on a toujours, enfin, ma position personnelle, c'est qu'on n'a jamais intérêt à fermer les yeux, et qu'on a toujours intérêt à se dire la réalité c'est compliqué, mais il vaut mieux la traiter que de faire comme si elle allait se mettre à la forme qu'on a décidé. Et ça suppose une très forte présence des managers sur le terrain. Donc un très gros enjeu facteur humain, c'est la présence des managers sur le terrain, pas pour contrôler, hein. Pas le comité de direction qui descend comme l'évêque qui vient voir la paroisse une fois par an en se faisant annoncer avec des trompettes. Le fait qu'il soit normal qu'un chef soit sur le terrain, pour comprendre ce qui se passe, pour qu'on lui parle non seulement de la performance, mais aussi de la difficulté qu'on a eu à l'atteindre. Voilà, enfin, c'est impressionnant. Moi, dans les entreprises, je travaille tout le temps là-dessus, d'essayer de demander aux chefs d'être sur le terrain. Ça paraît inatteignable pour certains. Quand j'arrive dans une entreprise à risque, je joue toujours au même jeu, c'est-à-dire je demande au chef de service de me faire visiter l'installation. Et je compte le temps qu'il met à trouver ses chaussures de sécurité. Alors, il y en a, c'est instantané, ils les ont dans leur bureau, bon, ça veut dire qu'ils y vont souvent. Puis il y en a, c'est compliqué. Hein. Ils demandent à leur secrétaire, elle ne sait pas où elles sont. Enfin bon, ça veut dire qu'ils ne vont jamais sur les installations. Il y en a un comme ça qui me fait visiter la salle de contrôle, et il dit aux opérateurs, il faudrait quand même réparer ce néon qui clignote. Et les opérateurs répondent, chef, c'est une alarme. Devant nous. Donc il y a un déficit colossal de présence des managers sur le terrain. Il faut arrêter avec les sketchs du genre visite hiérarchique, etc. Il faut que ce soit normal qu'un chef soit sur le terrain et que, voilà, pas pour prendre des notes, pas pour contrôler, pas pour évaluer, pour percevoir, pour ressentir, pour... Voilà. Merci. Bonjour, je me présente Isabelle Frostin. Je suis intervenante en entreprise et intervenante aux arts et métiers.
Et j'avais, enfin, entre guillemets, je ne sais pas si ce sont des questions, mais plutôt deux impressions. La première, c'est quand j'interviens en entreprise ou quand je vais visiter des entreprises pour des motifs X, Y, Z, au regard de ce que vous venez de me dire, on me répond souvent lean. Ça veut dire, quand vous évoquez la notion de non-écoute des salariés, pourquoi je dirais quelque part, j'adhère complètement, et que je fais émerger ce problème, vous avez dit qu'effectivement, il y avait une corrélation forte entre les capacités d'innovation d'entreprise et l'écoute des salariés. Pour l'instant, j'ai l'impression que lorsque j'interviens en entreprise, la réponse magique, c'est Lean. Lean Management, Lean Manufacturing. Je mets en place un Six Sigma. Grâce au Poka-Yoke, je résous tous mes problèmes. Et j'ai l'impression que derrière cela, à chaque fois, mon commanditaire me dit « mais j'ai ma réponse, mes salariés, je les écoute, puisque de toute façon, regardez, j'ai mes postes d'amélioration, on se fait nos réunions 5 minutes, on se fait des débriefings par rapport à... Et je suis en innovation permanente, regardez, j'ai toutes mes fiches. » Je réponds quoi à cela? La deuxième... Attendez, on va faire la première, ce sera plus simple. Voilà. Vous pourrez me poser la deuxième après. Oui, je veux bien. Oui, ce sera plus simple comme ça. Vous avez raison, mais c'est bien le fond du problème. Le Toyota Production System initial, en tout cas dans ses principes, c'est une très profonde compréhension de l'enjeu que j'ai mentionné sur la nécessité de prendre en compte les connaissances des travailleurs. C'est la conscience que les connaissances des travailleurs valent énormément d'argent et qu'il faut trouver des moyens que les travailleurs aient envie de mettre ces connaissances dans le patrimoine de l'entreprise. Et donc le Toyota Production System, dans sa conception initiale, mais sur le papier, c'est l'idée qu'il faut mettre en place tout un système de contrepartie et de cadres qui fasse que les travailleurs aient envie de mettre leurs connaissances dans le patrimoine de l'entreprise. Et parmi ces contreparties, tout de même, il y avait l'emploi à vie, ce qui n'est pas tout à fait rien. Bon, ce système a marché de façon assez utile au début chez Toyota, et ça a beaucoup passionné les universités américaines et les consultants. Et donc, ils ont autopsié le Toyota Production System en le découpant, comme vous le dites, en lamelles, en Poka-Yoke, en Oshin, en Kaizen, tout ce que vous voulez. Bon. Et puis après, ils ont vendu les morceaux séparément. Mais vous avez le même rapport, je dis aux étudiants, entre le Toyota Production System dans ses principes et la daube qu'on nous vend dans les entreprises qu'entre un cheval de course et un étal de boucherie chevaline. C'est-à-dire, il y a tous les morceaux, mais ça ne fait pas un cheval. Parce que dans le système actuel, l'idée Enfin, vous savez, il y a 14 principes du Toyota Production System. Un des principes, c'est il faut travailler comme la tortue et pas comme le lièvre. Il faut s'installer pour traiter les problèmes dans la durée. Bon, puis à l'autre extrême, on vous fait des Kaizen flash en 3 jours. Bon, il y a le fondateur du Toyota Production System a écrit le Kaizen, ça ne peut pas se faire vite. Bon. C'était l'idée vraiment d'une articulation entre les connaissances des travailleurs, celles des ingénieurs, sur la très très longue durée, dans une boucle d'amélioration continue. Maintenant, on fait des chantiers Kaizen de 3 jours ou de 2 jours, voire... Alors, au Québec, on dit Kaizen Blitz. Alors, comme ça fait un peu nazi, en France, on dit Kaizen Flash, c'est 3 heures. Bon. Donc, on demande l'opinion des travailleurs sur des sujets qu'on ne leur demande pas de définir. C'est-à-dire, on demande aux travailleurs comment on peut faire pour diminuer le temps et pour diminuer l'espace. Bon, ça n'a absolument rien à voir avec le Toyota Production System dans ses principes. Et c'est une forme de recours aux capacités des travailleurs qui consiste à capturer, à aspirer des connaissances sans aucun système de contrepartie, sans que les travailleurs se sentent écoutés, impliqués, etc. C'est quasiment du prélèvement. Voilà. Alors, ça, c'est la version française du Lean, qui ou de certains autres pays, qui s'est développée comme un perfectionnement du taylorisme. Le Lean en France, c'est un perfectionnement du taylorisme, une sophistication du taylorisme. Bon. Parce que c'est arrivé sur la culture ultra-taylorienne française et sur le fond de relations sociales français, où quand même au XIXe siècle, quand les travailleurs faisaient grève, on envoyait l'armée.
Bon, il se trouve que je travaille beaucoup avec les Suédois parce que cette énigme m'intéresse et que quand même, une des choses qui m'avait marqué, c'est que les syndicats suédois réclament que les entreprises fassent du lean. Vous imaginez, en France, on a assez peu de chances que les syndicats réclament que les entreprises fassent du lean. Donc je me suis dit que c'était sans doute pas le même lean, quoi. Alors évidemment, je ne dis pas que la Suède c'est le paradis, mais dans beaucoup d'entreprises suédoises, le lean s'est développé sur le vieux fonds de culture socio-technique, hein, des années 80, vous savez, où quand ils travaillaient à essayer de faire des usines sans chaîne, etc., à développer la participation des salariés. Parce que la Suède a une culture qui vient du XVIIIe siècle. Ils avaient beaucoup de bois et beaucoup d'acier, mais ils n'avaient pas assez de travailleurs. Et donc il s'est développé en Suède l'idée qu'une entreprise doit mériter ses travailleurs. Ce qui n'est pas du tout un concept français. Voilà. Et donc, du coup, alors ça ne veut pas dire que ça marche bien partout. Nos collègues font des tas de recherches sur le lean en Suède, hein, mais il y a des tas de situations où le lean, c'est un vrai processus d'écoute, enfin plus proche en tout cas des principes initiaux du Toyota Production System. Voilà. Voilà. Vous aviez une deuxième question? Oui, mais on peut... Oui, mais on va alterner, pas de problème. Pierre Loget. Je voulais te citer deux situations. La première qui est celle de cadres de production, juste au-dessus des ouvriers, qui disent que dans les entreprises où ils sont, les échelons au-dessus d'eux ne sont plus des gens qui connaissent, des ingénieurs qui connaissent la production, mais qui sont des managers issus de la gestion des entreprises et d'une part, ou des commerciaux, et qui renvoie à l'idée que, en fait, ce qu'on leur dit, démerdez-vous, et on ne veut pas le savoir. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de barrage à ce niveau-là pour faire remonter, quand ils tentent de faire remonter des problématiques. Alors, est-ce que ce sont des choses que tu rencontres? Et puis, la deuxième question que je voulais te poser, c'était est-ce que tu as l'expérience du travail social qui, aujourd'hui, enfin, que moi je connais bien dans la Sarthe, qui s'est considérablement développée, c'est-à-dire que les associations deviennent de plus en plus grosses, qu'il y a de plus en plus d'échelons intermédiaires et que plus personne ne redescend au niveau du terrain, c'est-à-dire au niveau des éducateurs et au niveau des ce qu'on appelle les usagers, que moi j'appelle les clients. Et donc, du coup, il y a un éloignement entre les directions et les usagers, sur fond, bien entendu, de budgets qui sont en voie de restriction et d'échelons qui se diversifient dans la pyramide. Voilà mes deux questions. Bon, alors sur la première, c'est un constat très très général, hein, c'est-à-dire que de plus en plus de managers sont choisis, non pas seulement malgré le fait qu'ils ne connaissent pas le travail, mais grâce au fait qu'ils ne connaissent pas le travail. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui considèrent que pour bien diriger quelque chose, il ne faut pas être pris dans les trucs de métier, etc. Alors c'est effrayant parce que ça provoque des situations... Alors, bon, tu dis débrouillez-vous, moi je dis il n'y a pas de balai, balayez quand même, quoi, hein, je ne veux pas le savoir. Voilà. C'est un mode de management très très généralisé et ça veut dire que la rencontre entre la réalité et la vision théorique du terrain se passe une fois par an au moment de l'entretien annuel d'évaluation. Et donc il y a d'un côté un cadre qui ne connaît rien à la situation, qui doit faire rentrer les travailleurs dans un certain nombre de critères numériques dans le pire des cas. Hein. Donc ça veut dire que l'activité d'une année est numérisée. Le travailleur est numérisé. Hein. Et voilà, dans le pire des cas, le manager il n'a pas le droit de mettre plus de 20% de très bien. Hein. Il y a des entreprises où il y a des quotas comme ça, on ne peut pas mettre plus de 20% de très bien, ce n'est pas général. Bon. Puis de l'autre côté, il y a le malheureux salarié qui essaie d'expliquer que bien sûr on n'a pas fait la production, mais que c'est normal parce que telle machine avait tel déréglages, etc. Le chef il ne comprend rien. Hein. Et donc là, c'est sans doute pas le hasard hein, si tout un tas de risques psychosociaux éclatent juste avant ou juste après les entretiens annuels d'évaluation. Alors, il y a cette situation très brutale, hein, avec des managers qui se contentent d'appliquer des grilles parce qu'ils connaissent rien au métier. Il y a aussi des tas de managers qui connaissent le métier et qui essaient de faire des évaluations fines, la plus intelligente possible, de permettre aux gens de discuter, etc. Mais il y a des cas où c'est vraiment, les ratios sont pas bons, il faut qu'ils deviennent bons, débrouillez-vous, quoi. Moi, j'ai accompagné pendant une semaine un contremaître dans une usine d'automobile. Bon, il a été très très embêté, enfin, c'est un atelier qui faisait des boîtes de vitesse. Il a été très très embêté parce qu'il y a une machine qui était complètement déréglée. Le lundi, il a sorti la production. Le lundi, en réunion d'atelier, il dit il faudrait quand même faire quelque chose sur la machine Intel parce qu'on a un vrai problème. Le chef d'atelier répond pas de polémique. C'est complètement sidéré.
Enfin, c'est pas une polémique, la machine était en panne, quoi. Voilà. Voilà. Donc oui, c'est un énorme problème. Mais alors, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que jusqu'à présent, ce problème était très très visible dans des secteurs sans trop de risques techniques, disons. Par exemple, dans les usines de chimie, les dirigeants sont des gens qui connaissent la chimie, etc., quoi, heureusement. Mais maintenant, j'assiste à des situations où, dans des entreprises où il y a des risques, soit pour les salariés, soit pour les clients, soit pour la population générale, il y a des gens d'encadrement quasi de terrain qui connaissent rien au métier. C'est-à-dire qu'ils sont d'astreinte direction ou d'astreinte chef de service le week-end, etc. Et ils sont incapables de prendre une décision technique s'il y a un problème sérieux. Alors ça, c'est vraiment terrifiant, quoi. Parce que c'est pas pareil qu'une banque, quoi. Bien. Merci François. Peut-être une dernière question, et puis on va clore la soirée. C'est passionnant, mais il faut à un moment donné y mettre un terme. Donc, qui veut poser une dernière question? Madame, il est encore possible de poser la deuxième question. Je vous remercie. J'ai été très interpellée par ce que vous appelez la porte d'entrée. Notamment lorsque vous avez évoqué tout ce qui touchait la simulation organisationnelle. J'avoue que je me pose la question de savoir si ce n'est pas utopique, si c'est réalisable, entre guillemets, par rapport à une vision de profit, quand même une productivité qui est relativement prégnante. Quand même certaines entreprises, comme vous le disiez, PME et TPE, vivent actuellement vraiment à court terme, 5-6 mois, on ne connaît pas notre carnet de commandes. Difficile d'imaginer. Donc, raisonner de cette façon-là, est-ce que c'est possible de le proposer, de mettre à l'épreuve des hypothèses par rapport à une situation, de prendre un risque de temps? C'est vrai que j'ai du mal à le projeter. Oui, mais il faut aller dans l'atelier. Et dans l'atelier, on voit le niveau de bazar. C'est-à-dire que, évidemment, si on se dit c'est une organisation qui fonctionne de façon parfaitement fluide et il ne faut surtout pas l'abîmer en... Bon, voilà. Mais si vous allez dans l'atelier et que, comme très souvent, vous voyez que c'est le bazar total, notamment parce qu'il n'y a aucun contact entre les commerciaux et la production, et que donc la production découvre au dernier moment que les commerciaux ont accepté des séries trop courtes, qu'il faut refaire tous les réglages, etc. Bon. Moi, je ne propose pas la fin de la mondialisation, ce n'est pas mon métier. Hein. Mais typiquement, dans ce genre d'entreprise, je dis ce serait bien qu'on mette en place des choses qui permettent que les commerciaux et la production se parlent plus tôt avant la mise en production de quelque chose. Bon, voilà. Alors, on fait des simulations, ça ne dure pas 2 ans. Hein. On fait des simulations avec des gens du commerce et des commerciaux sur on prend des types de commandes réelles, et puis on voit avec les gens de la production et les gens du côté commercial en se disant... au plus tôt que vous pourriez les informer, ce serait quel moment? Quand est-ce que vous avez l'information? On s'aperçoit qu'on gagne 3 semaines dans l'information de la production. Qu'au lieu de savoir les choses au dernier moment, ils le savent 3 semaines plus tôt. Donc le chef d'atelier, le contremaître, il s'organise, il lisse les flux, et puis à la fin, on n'a pas de gens qui accélèrent. Voilà. Mais ce n'est pas une révolution mondiale, si vous voulez. C'est que je pense qu'on peut analyser n'importe quel problème dans une entreprise en se posant la question, qui est-ce qui ne sait pas parler pour qu'on en arrive là? Pour qu'on en arrive là, il y a des gens qui ne se sont pas parlé. Et donc, si on leur permet de se parler, je ne dis pas que ça va être simple parce qu'il y a des logiques différentes. Hein. Les logiques des commerciaux, ce n'est pas les mêmes que la logique de la production. Mais on peut négocier des compromis plus en connaissance de cause, plus ajustés, que si, à un moment donné, il y a une logique qui écrase l'autre et que l'autre, elle ne peut pas exprimer ses propres contraintes. Quoi. Parce que les contraintes qui ne s'expriment pas, elles se révèlent autrement. Donc, il vaut mieux les mettre dans le processus de décision. La production a des contraintes et donc faire moins de 50 pièces, ce n'est pas rentable. Bon. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas négocier avec les commerciaux qui ne prennent pas de série en dessous de 60 ? On fait discuter tout le monde, on fait des simulations, puis on s'aperçoit qu'on gagne de l'argent à refuser les commandes de 40 mois. Voilà. Mais si vous voulez, l'idée, ce n'est pas de mettre la révolution dans les entreprises. L'idée, c'est qu'il y a des problèmes partout et que si on les traite concrètement en réunissant les bonnes personnes, on trouve des solutions qui sont à la fois satisfaisantes du point de vue de la santé et efficaces, efficientes en tout cas. Ben voilà, je crois que tu as fait une très belle conclusion qui correspond à notre cahier des charges. Merci beaucoup. Merci François. Alors,
Merci beaucoup pour ton exposé et l'échange qu'il y a eu. Comme le veut la tradition, on va te remettre un souvenir de notre région que tu as su apprécier déjà en venant à Prémus en 2010. Voilà. Merci. Et puis nous vous invitons pour la prochaine conférence que nous organiserons en coopération avec l'IHIE le 16 janvier dans cette même salle. Donc nous inviterons un autre hôte qui s'appellera donc Hubert Seillant sur un bouquin qui vient de sortir et notamment sur la question qui lui tient à cœur sur le management global. On verra si les choses se recoupent ou pas. Merci François et puis bonne soirée.